Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, un épisode avec un invité juste à côté, c'est Michael de Comics Initiative et on en parle tout de suite après le générique. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode avec comme d'habitude Benoît et Red qui m'accompagnent tant bien que mal dans ces aventures et surtout aujourd'hui donc on a Michael. Michael, salut, merci de l'invitation, ça fait plaisir de te recevoir. Salut à tous les trois, merci d'avoir eu cette invitation. Avec plaisir. Alors, on reçoit souvent effectivement des acteurs du monde du comics et on aime particulièrement recevoir les éditeurs. Et Comics Initiative fait partie justement de ces éditeurs qu'on lit. Moi, j'ai plusieurs bouquins, on va en parler. Mais première question qu'on pose généralement à tous les éditeurs, c'est quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? Comment tu as eu l'idée? Comment tu as réussi à faire? Bref, raconte-nous comment tu as fait pour monter Comics Initiative. Avec qui t'as couché, etc. Quoi. Enfin... Alors, tout a commencé en fait en école maternelle. Et, c'est tôt quand même. Hein, ça va être très long. Ça va être très très long. Pour faire simple, j'ai un parcours un petit peu atypique. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours lu, que ce soit de la BD, des romans, beaucoup de BD, beaucoup de franco-belge quand j'étais petit, un peu de comics, un peu plus de manga quand on va dire en arrivant aux périodes estudiantines. Et en ayant toujours conservé cette passion pour les comics et les mangas et la BD, moins pour les romans, faute de temps. Et en fait, depuis tout jeune, en fait, les hésitations entre telle chose, devenir par exemple professeur d'histoire, j'adorais l'histoire. Puis à un moment, professeur d'anglais. Quand on voit le niveau aujourd'hui, on se demande d'où a pu venir cette idée. Et puis au fur et à mesure, en fait, il y a un parcours qui s'est fait à travers du commerce et en fait, à travers les passions qui me drainent, comme la musique, le cinéma et surtout en fait le 9e art, je me suis petit à petit intéressé à l'envie de critiquer et d'écrire notamment des avis à l'origine sur le net via un site qui s'appelle planetbd.com où en l'espace de quelques temps j'ai réussi à devenir le rédacteur en chef de la section comics, même si j'écrivais aussi sur le manga et la BD. J'ai fait beaucoup d'interviews, du coup rencontré pas mal d'auteurs et en fait au bout de quelques années ça m'a valu en fait des amitiés avec d'autres personnes dont Alain, mon témoin de mariage, un de mes meilleurs potes, et avec qui à un moment sur un retour de festival on a eu l'idée de faire un bouquin qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Kirby and Me, un hommage à Jack Kirby qui a réuni plus de 200 auteurs du monde entier. Un livre caritatif sur lequel on a donné beaucoup de nos heures, de nos nuits, de nos heures de travail, mais ça, nos patrons ne le savaient pas. Et tout ça pour essayer de faire un livre qui, je leur dis à chaque fois, était à vocation entièrement caritative et qui nous a permis de reverser $13 000 à une asso américaine qui s'appelle Hero Initiative et donc qui aide les auteurs, on va dire, en difficulté, que ce soit en termes en difficulté financière ou encore pire, en difficulté de santé. Ouais, parce qu'en fait, je me permets 2 secondes de te couper. C'est vrai qu'on le rappelle jamais souvent, mais aux États-Unis, ils n'ont pas la carte vitale, ils n'ont pas tous ces trucs-là. Et souvent, c'est vrai que tu vois que les auteurs entre eux, ils sont plutôt solidaires. Et quand on a un dont la femme a le cancer ou j'en sais rien, peu importe, ils donnent beaucoup de leur personne, ils vendent des dessins pour les charités. Donc, je savais pas que tu avais fait ça et c'est super cool. C'était l'idée dès le départ, c'est aussi ce qui nous a permis de convaincre notamment la famille de Jack Kirby et aussi pas mal d'auteurs en fait qui se disaient que finalement deux petits contes français allaient rendre hommage à leur dieu vivant américain. Donc en fait on n'a pas eu peur d'aller titiller des auteurs évidemment du cru, francophone. Du Enrico Marini qui nous a fait un Captain America par exemple avant qu'il se lance sur du Batman, du Paul Renaud, Paul qui a répondu directement présent, mais ça les personnes le connaissant n'en auraient pas douté, mais également du Bill Sienkiewicz par exemple qui nous a fait 2 illustrations dont une est devenue par la suite une des couvertures des Fantastic Four, donc ça c'est quand même hyper cool. Et des petits noms, quoi. Ouais, puis en fait
on a eu plein d'auteurs même, on va dire débutants en tout cas, au parcours moins forcément, je dirais, expérimentés, qui ont pu derrière nous permettre, pour qui ça a été une sorte de petite passerelle, Ok. une manière de finalement de rendre hommage tout en se mettant un petit peu en avant. Et c'est des auteurs aujourd'hui qu'on peut retrouver un petit peu partout, dans nos bibliothèques. Donc ça, c'est assez cool. Et donc ça, c'était le tout début. Et en parallèle, j'avais la fausse bonne idée de ne pas dormir beaucoup. Donc je m'étais mis j'avais commencé, en plus de mon boulot et donc de Comics Initiative, à faire aussi quelques piges pour Panini Comics à l'époque, où j'ai fait du rédactionnel sur des Venom, qui est un peu mon champ du cygne. Me taper 3 Venom à rédiger le même mois, c'est un peu dur. À proposer des titres qui ont pu ne jamais voir le jour, ou tout simplement arriver à un moment ou un autre. Mais en tout cas, non, une expérience assez différente. Et à un moment, en fait, on va dire les shows. Enfin, je faisais aussi de la radio à côté en plus. Faut dire ce qu'il en Et est. t'as C'est combien que de vies? à 9, comme n'importe quel chat. Oui, mais Et en même temps. En même temps, en fait. oui, C'est ça. ça à se demander, on trouve du temps. Une fille en bas âge à l'époque, bref. Et non, en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que il a fallu faire des choix, en fait, ne serait-ce que pour pouvoir donner libre cours à ses envies, on va dire, et notamment au niveau éditorial, le temps nécessaire à faire d'autres livres devenait de plus en plus important. Donc, au revoir Panini, au revoir aussi au bout d'un moment Planète BD, hein. Et puis au revoir la radio aussi. Et puis maintenant au revoir le travail. On garde évidemment depuis quelques années maintenant Comics Initiative uniquement. Et Comics Initiative, du coup, a débuté au départ avec un hommage à Jack Kirby, puis ensuite un livre composé d'inédits de Jack Kirby, puis ensuite une alternance entre des titres pouvant venir de Garth Ennis, d'Alan Moore, mais également en création avec par exemple Laurent Lefebvre avec Foxboy, Tony Morio et Boris Bezin sur Paria, Jocelyn Bière sur Les Contes du Givre, Thierry Martin, enfin bref, il y a pas mal d'auteurs qui ont rejoint, on va dire, l'expérience ou l'initiative, on pourrait dire. Et puis ça nous arrive aujourd'hui à 7 ans. Oui, ça va faire 7 ans depuis le 28 août que Comics Initiative est officiellement lancé. Et ça nous a permis de tenter plein de trucs, dont notamment la publication de l'intégralité de l'œuvre qui s'appelle Love and Rockets des frères Hernandez, qui a un gros pari éditorial, un truc pour l'instant sur lequel en tout cas on part bien. Voilà, on espère finir les intégrales, chose que personne n'a fait jusqu'ici, et ça c'est plutôt cool pour les lecteurs. Et moi, je suis content en tant que lecteur. Moi, en fait, j'ai découvert Comics Initiative il y a pas longtemps. Il y a 1 an et demi, un an et demi, on va dire. Un an et demi, lorsque je suis monté à la Paris Fan Festival l'année dernière, donc pas cette année, l'année dernière. Ouais. Et je vous ai vu sur un stand. Et du coup, j'ai commencé à regarder et j'ai pris quelques BD. Et sur le coup, il y avait Laurent Lefebvre qui m'a dédicacé une BD Foxboy. Et j'ai adoré. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, je vais le voir dans les autres conventions. Bon, là, cette année, il n'était pas là. J'espère sûrement l'année prochaine. Ah, super. Ça, j'achèterai les autres. On travaille sur des belles surprises. Ah, super. Ok. Mais du coup, l'intérêt de Comics Initiative, c'est que c'est un mode de création, en tout cas de financement assez particulier, je veux dire, qui change par rapport aux autres maisons d'édition. Comment ça vous est venu l'idée de partir là-dessus? C'est justement pour pouvoir gérer, vous, de A à Z, les droits jusqu'à l'impression et la distribution? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que alors on va faire des phrases type les X-Men, le monde change. Effectivement, enfin en réalité, c'est vrai que les choses changent et aujourd'hui, en fait, on a les 3/4 des maisons d'édition publiant des livres sont des structures qui sont assez anciennes, des agglomérats de maisons d'édition qui sont rachetées les unes les autres, des sous-créations pour pouvoir gérer des licences notamment. Et quand on démarre de zéro, quand on n'a pas, je dirais, eu de la chance au grattage du ticket du millionnaire, on se débrouille pour pouvoir financer ces projets. Et lorsqu'en tout cas on a réfléchi à l'époque avec Alain sur la manière de lancer un livre sur Jack Kirby, on s'était tout de suite dit évidemment que
il y aurait sûrement des millions de lecteurs qui se mobiliseraient autour d'un livre sur Jack Kirby, réalisé par deux Gugus que personne ne connaît, sur une nom de structure dont on n'a jamais entendu parler. Et on s'est dit, ah super, on va toucher au moins des millions d'euros, ça c'est sûr. Bah pas du tout déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est posé la question de comment financer un livre, comment le budgéter, quels sont les éléments surtout qu'on devait budgéter là-dedans, l'impression qu'évoque Red, la maquette, c'est pas des choses qui se font naturellement ou de manière innée chez tout le monde, y compris ensuite le relationnel, le temps passé, la gestion des envois, du colisage, toutes ces petites notions absolument passionnantes que sont les questions logistiques. Les salaires alors pas à cette époque-là. Non, même pas. C'était bénévole en plus. Ah bah 2000%, ouais. Oh, Et là-dessus, en fait, on s'est pas forcément posé ces questions-là. On s'est surtout dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à budgéter tout ça. Et à l'époque, c'était surtout le début du financement participatif qui se démocratisait déjà un petit peu en France. Aux États-Unis, Kickstarter, c'est une machinerie qui est parfaitement huilée, qu'aujourd'hui même du Image Comics, du Boom Studios, ils utilisent du tout ça. ils utilisent tout ça exactement. Des auteurs très connus, hein, du Sean Murphy, du Jeff Lemire ou Jeff Lemire, selon vos convenances de prononciation. Utilise maintenant en tout cas ce biais-là. Jeff Lemire, par exemple, pour l'anecdote, on a proposé son premier livre qui était resté inédit à l'époque en France, qui s'appelait Lost Dogs, via Ulule en financement participatif, alors que lui-même n'avait jamais utilisé ce biais-là, elle l'a utilisé par la suite. Et il l'a découvert avec vous. Je sais pas si c'est avec nous, mais en tout cas, il a pu voir. Voilà, on l'a fait comme ça, et donc ça c'est plutôt cool. Mais en tout cas, non, le mode de financement participatif rappelle en fait ce qui existait même avant les maisons d'édition à proprement parler, ou même les librairies, qui était le système de la souscription. C'est-à-dire que quand vous relisiez un journal, vous envoyez votre bon de commande, et dès l'instant où les 100 livres étaient déjà, les 100 commandes étaient validées, eh ben on lançait l'impression. En fait, ça revient au même, sauf que nous on voulait des garanties pour les lecteurs, c'est-à-dire que les lecteurs ne soient pas prélevés financièrement, ou en tout cas puissent être remboursés si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, chose qu'on a toujours mis en place depuis le début, tout comme l'idée de se dire que si on ne réussit pas à atteindre les 100% d'un projet, on le fera pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça voudra dire que soit je l'ai pas bien présenté, soit le titre n'avait pas d'intérêt aux yeux des lecteurs. C'est toujours dommage, ça veut dire que c'est un crève-cœur, mais perdons pas plus de temps, d'énergie, et ne gâchons pas de tout ce qui va être lié à la production d'un livre si on est trois à le lire. Voilà. On va pas faire de péché pour ça. Donc en fait, tout cet aspect structurel s'est développé, s'est enrichi, c'est surtout architecturé au fur et à mesure des différents projets que j'ai pu présenter sur la plateforme Ulule. Et pourquoi Ulule? Parce que déjà c'est une plateforme francophone, et surtout notamment sur le premier livre, Kirby Enemy, comme nous souhaitions reverser les bénéfices du projet, l'association Hero Initiative que j'évoquais juste avant, en fait Kickstarter, eux, c'était hors de question. Ils pouvaient nous annuler la campagne du jour au lendemain. Indiegogo, qui est une plateforme qui est vachement bien, en fait, eux, si en fait on arrivait à 90% ou même 50%, en gros nous viraient l'argent, et c'était à nous de nous débrouiller pour finir le projet ou pas le faire. Donc on trouvait ça un petit peu moyen vis-à-vis des lecteurs. C'est un autre mode de fonctionnement, hein, clairement. Alors que Ulule, c'est eux qui se sont occupés d'envoyer l'argent à l'association? Non, c'est nous directement. Ah, ok. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme on n'a fait clairement pas de blanche, hein, nous, on a tout expliqué depuis le début, pour Ulule, ça posait zéro problème en nous disant, de toute façon, c'est votre argent, c'est votre budgétisation. Là où pour Kickstarter, ça pouvait être une annulation à 2 minutes de la fin de la campagne. Fou, donc, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Maintenant, je sais pas si ça a changé il y a un peu plus de 7 ans. Donc, en fait, tout ça fait que j'aime bien dire qu'en réalité, plutôt que d'avoir que nos seuls actionnaires, en réalité, ce sont les lecteurs qui participent aux campagnes, et que si on n'en a pas, il n'y a pas de projet. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, non, on n'a pas de milliardaire qui nous soutient, pas encore. Pourquoi pas, s'ils partagent les mêmes convictions que nous, pourquoi pas, ça peut le faire. C'est comme ça. Hello Jeff Bezos.
Bah tiens, comme bonne précision, comme l'amène Denis, nous ne sommes pas sur Amazon par volonté première, mais comme Jeff Bezos a vendu ses actions, il peut toujours en placer ailleurs. C'est jamais un petit... Hein. Toi, en tant que lecteur, en ce moment, tu lis quoi? Je lis de tout. Point. Fin de la phrase, fin du débat. Non, c'est faux. Tu as dit que tu lisais pas de romans. Non, je lis pas de romans, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, je lis cette série, tiens, qui va faire hurler Denis, du manga qui s'appelle Hirayazumi, chez Aux Les Armoires, qui est une chronique de vie. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je lis beaucoup, en fait, aussi de livres en numérique, ce qui est pour moi une plaie, hein, je le cache pas, mais qui me permet de travailler très en amont sur les prochaines sorties de Comics Initiative et aussi des titres sur lesquels je me positionne ou je me positionnerai éventuellement par la suite. Donc ça, là où vous découvrez peut-être un numéro 1 d'une série, bah, moi, c'est déjà fini, je suis déjà sur une autre. Donc, en tout VO, cas, du coup. En VO, effectivement. Okay. Je passe mon temps aussi à chercher pas mal de choses, donc toujours en VO, mais pas forcément en anglais. Donc ça, c'est toujours rigolo d'aller chercher ça dans d'autres, des publications dans d'autres langues. Parce qu'on a déjà publié, par exemple, des titres brésiliens, suédois, va y avoir un titre allemand. Question toute bête, mais tu parles le suédois et le brésilien, du coup? Alors, j'ai quelques petites notions, ce qui ne veut pas dire que je le parle, mais en tout cas, après, ça se travaille. Et notamment, par exemple, dans le cadre de Chaudade ou de Après la tempête, qui sont 2 livres des auteurs Mélissa Garabelli et j'ai oublié le nom du scénariste qui est adorable en plus. En tout cas, on s'en fout. Il nous écoute pas. Sinon, coucou. Et en tout cas, non. Par exemple, leurs 2 livres, en fait, ils ont la particularité de m'avoir été confiés en portugais, donc en brésilien, et aussi en anglais, puisque l'auteur travaille l'anglais. Et aussi, on a pu faire des petits échanges aussi sur le français, qui est une langue qui est pratiquement la deuxième, entre la deuxième et la troisième la plus parlée au Brésil, donc c'est toujours assez facile de pouvoir échanger là-dessus. Si d'ailleurs vous croisez un jour Fabio Moon et Gabriel Ba, n'hésitez pas à leur parler en français, ils sont bilingues, c'est un plaisir. Ok. C'est bien. Mais alors, ça c'est un truc qui m'a toujours interrogé, parce que quand on a eu d'autres éditeurs qui disent on s'est positionné sur les titres, mais comment ça se passe? Parce que c'est quoi? Comment tu sais quel titre? Est-ce qu'il y a une mise aux enchères? Est-ce qu'il y a un site? Comment c'est vrai, comment ça se passe? Comment tu découvres, etc. Et comment tu te positionnes aussi? En fait, c'est un peu le début du net, en fait, c'est un peu l'ICOS avec Va chercher. C'est-à-dire que il y a les plannings de parution des maisons d'édition, certaines aussi vous proposent très en amont, dès l'instant où on les connaît bien, des titres qui vont arriver. Il y a certains titres où nos partenaires sont persuadés qu'il est pour tel ou tel éditeur, donc nos partenaires, les partenaires de toutes les maisons d'édition vont dire tiens, ça Thierry, c'est pour toi, faut absolument que tu mettes chez Delcourt, ça correspond à ta ligne éditoriale. Oui, non, et après évidemment on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de secret, donc ceci. Mais il y a des propositions qui peuvent être comme ça. Il y a aussi des titres qu'on va finalement aller chercher, et là où on va être en confrontation avec d'autres maisons d'édition. Donc dans ces cas-là, ça se règle comme d'habitude, toujours à 2h du matin sur un pont tout nu. Normal, mais c'est classique, ça n'a pas changé. Non, là-dessus évidemment. Alors il y a plusieurs règles. Soit on est sur de l'offre et de la demande. On est sur un marché capitalistique à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que si on vient avec un livre qui a un budget qu'on propose 50 fois la somme, la maison d'édition qui propose aux auteurs vont être ravis de voir cela. Par contre, après, est-ce que derrière, la proposition va devenir réalité et ça va faire un bon bouquin? Ça, il y a toujours un petit fossé. On se rend bien compte aujourd'hui, en tout cas moi je me rends aussi compte que le travail paye d'une certaine manière, puisqu'on a de plus en plus d'auteurs qui acceptent de squeezer clairement les appels d'offres qui peuvent être lancés sur leur titre pour choisir finalement l'offre la plus cohérente pour partir chez nous. Donc ça, c'est extrêmement plaisant parce que ça montre qu'on a bien fait le boulot. En tout cas, on a essayé de bien le faire et que ça leur a plu. Ça, c'est cool. Et puis ça donne envie de se défoncer pour faire mieux encore la fois suivante. Donc, sur des titres comme ça, par exemple, Grizzly Shark. La plus belle édition française, comme dirait la plus belle édition de ces titres, Dixit Ryan Otley sur Twitter. Et pourtant, c'est écrit en anglais. Tu l'as gardé exprès en anglais dessus?
Ok. Volontiers. En fait, il y a une double édition. Il y a la version donc qui est en librairie, qui est toute en couleur sous la couverture, qui n'a pas de dos toilé notamment, Oui. et qui n'est pas limitée à, je sais plus, celle-là, il y en avait, ça doit être écrit derrière, peut-être 150, je crois, un truc comme ça. On doit être dans ces eaux-là avec cette édition de Crazy Shark. Je crois d'ailleurs qu'elle est même épuisée dans nos stocks à nous. Et en tout cas, non, sur cette version-là, il y a eu deux. En fait, ce qu'il faut savoir, par exemple, sur Grizzly Shark, c'est qu'il fallait évidemment valider le titre, les couvertures, les modifications qu'on voulait faire auprès de la maison d'édition ou de l'auteur en question. Et donc, quand on a proposé une alternative avec le dessin en noir et blanc, Ryan Otley trouvait ça cool. On aurait bien fait proposer l'intérieur en noir et blanc, mais ça, il voulait pas. C'est dommage, ça aurait été mon kiff absolu. Il voulait pas, lui. Ça l'intéresse pas. C'est fou, ça. Mais en fait, s'en fout, lui, c'est nous qui les ont, c'est pas lui. Il connaît son histoire. C'est lui qui décide au final. C'est oui, je sais bien. le propriétaire de ses droits. Heureusement. Mais non, mais effectivement, ça aurait été plutôt cool. Surtout qu'on a pu, en tout cas avec certains fichiers, on pouvait désactiver la couleur, donc on a pu voir le trait blanc, noir et blanc de Ryan Otley, donc ça c'est cool. Et sur cette couve notamment, on a travaillé de manière à pouvoir conserver. On a demandé si on pouvait le franciser comme sur la version librairie. Il était plutôt partant de laisser le texte en VO, donc on l'a laissé, voilà, pour lui faire plaisir. C'est un album qui est bien what the fuck quand même. Hein. C'est le truc le plus qui n'y queue ni tête, mais moi j'aime bien dire, chez Comics Initiative, tu peux très bien te prendre la tête sur une lecture un peu compliquée, un télo philosophique, et aussi te dire que tu as aussi le droit de lire des bouquins aux toilettes. Et Grizzly Shark, pour moi, c'est une parfaite lecture de chiottes, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. On lit tous à des moments dans les toilettes, on prend un temps de fou à découvrir, à vivre des aventures dans nos toilettes. Et en soi, Grizzly Shark, c'est un très bon moment de détente là-dessus, à pousser le gros délire à ce niveau-là de manière assez importante. Vous respectez pas les bouquins, les gars, ça se lit pas aux toilettes. Respectez les livres. Non, mais il est en roue libre quand même. Il est en roue libre, l'auteur, là-dessus. En vrai, je pense que s'il n'y avait pas Ryan Otley, je suis pas sûr que les gens auraient lu le truc. Ah, je sais pas. Ça, je peux pas le dire. Hein, c'est rien. Et donc, oui, ma question, c'est pour ça que j'ai pris le bouquin dans les mains. Vu que c'est Ryan Otley, pour ce genre de truc, il y avait beaucoup d'éditeurs qui se sont battus. Alors moi, j'ai posé la question à quelques-uns, pour être tout à fait transparent, dont un en particulier, où il me semblait logique qu'il le propose, mais c'est pas forcément lui qui bloquait pour proposer ce titre. Donc, je l'ai évoqué assez tardivement, en fait, parce que c'est un titre qui a quelques années aussi. Et lorsqu'il a été question de le proposer, donc effectivement, je lui ai posé la question en disant « Je te coupe pas l'herbe sous le pied non plus, c'est pas mon genre. » Et on me dit « Non, en fait, moi j'aimerais bien, mais je peux pas. » Ok, il fait si tu veux, fais-le. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, prise de contact avec la maison d'édition. C'est un titre qui n'a pas été donné, mais qui n'est pas non plus on n'a pas financé non plus Saga en termes de coût d'achat, c'est pas ça, mais en tout cas on a un coût d'achat qui était correct, un peu plus important que sur d'autres titres pour un livre assez fin, parce que tu payes le nom de l'auteur là, c'est sûr. On paye le délire, et puis Ryan Otley, je dirais, a le droit d'être gourmand aussi. Hein. C'est lui qui décide s'il vend ou non ses droits. Bien sûr. Et pour le coup, il a le droit de refuser si l'offre lui paraît trop basse, y compris même pour qu'un livre ne sorte pas du tout à l'étranger. Lui, c'est lui qui choisit. Un auteur décide de ce qu'il veut ou ne veut pas. D'accord. Mais c'est important aussi qu'ils aient toujours la main. Enfin, on l'entend souvent que des auteurs de comics, en fait, alors plus sur les licences, mais tu sais qu'ils sont de passage, ou les dessinateurs, ils ont peu la main sur les choses, et après ils se barrent sur de l'indé pour maîtriser leur truc. Chez Marvel ou DC, signent un contrat sur lequel ils ne touchent aucun droit sur leur création, c'est-à-dire que tu peux créer le nouveau personnage à la mode, qui va devenir, on va dire, l'étendard même cinématographique de Marvel. Hormis le respect et peut-être un chèque au cas où, pour te calmer un petit peu au cas où tu gueules trop fort, il se passera rien d'autre. En fait, la réalité, elle est là. C'est pour ça que, par exemple, il y a eu de grands procès
à l'époque entre Jack Kirby et à l'époque Marvel, avant que ça parte on va dire progressivement en sucette, et c'est finalement le rachat de Disney, de Marvel par Disney qui a mis fin à toutes ces hostilités judiciaires, où ça s'est terminé par Disney a donné un très gros chèque pour éviter de perdre tous les personnages qu'ils n'ont pas créés eux-mêmes et qu'ils ont fait en fait de manière un petit peu légère à l'époque. Donc si vous aimez Captain America, il aurait pu disparaître, les Avengers, les X-Men. Pas grand-chose. Oui. Seconde zone. Il y a du premier ordre aussi, mais on va dire que avec Jack Kirby, c'est 90% de l'univers Marvel qui disparaît. Bah, c'est clair. Et tous les méchants de DC, en fait, tous les intéressants de DC. Ouais, le 4e monde, etc. Allez hop. Donc ouais, non, c'est des choses assez compliquées, et c'est vrai que aujourd'hui, hormis qu'on ait peut-être Greg Capullo et qu'on va aller bosser sur Wolverine et qu'on négocie on va dire un prix à la page, ou en tout cas un prix au chapitre important, puisque si on va chercher Greg Capullo, c'est parce son nom est vendeur, qu'il est talentueux, etc. Il n'y a pas de débat. Mais là-dessus, quand il part sur de l'indé, en tout cas, les droits lui appartiennent. C'est pour ça que Mark Millar a notamment autant de dessinateurs qui adorent bosser avec lui, outre que le type a une mauvaise image d'un type peu sympathique, c'est pas du tout le cas. Et c'est surtout un scénariste qui a compris que si on fournissait réellement en tout cas on va dire une bonne répartition aux dessinateurs, et que derrière, s'il y avait des adaptations, etc., que les auteurs se sentaient investis et toucher de l'argent là-dessus, bah forcément, ça motive plus à aller au charbon et fournir des numéros intéressants au Millar World. Ouais, on a fait une émission justement sur le Millar World avec la sortie de Big Game. Et c'est vrai que quand on liste tous les dessinateurs qui peuvent être avec lui, sur les derniers, t'as Jiménez, t'as Pepe Larraz, enfin t'en as une tripotée, et c'est des très très bons, quoi. Et puis c'est mon moment, rétablissons un peu Mark Millar. Faut pas oublier que notamment avec tout l'argent qu'il s'est fait à travers ses ventes auprès de Netflix notamment, ou les différents studios de cinéma, derrière il a acheté réellement des zones pavillonnaires où il a fait construire des bâtiments des logements sociaux en Écosse. C'est assez frais, et ça n'honore que lui, et ça communique très peu là-dessus. Donc ah ouais, je savais pas du tout. Bah voilà, un petit truc sympa sur Mark Millar. Ah bah cool. Qui n'est pas au catalogue Comics Initiative, je le précise. Mais tu as déjà eu des contacts avec lui alors? Oui, ouais. Ah, génial. Là, il y a eu oui, moi je mange avec lui le mercredi soir, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais à poil, ouais, ça pourrait régler des problèmes. Tout ça. Il fait très chaud en ce moment, c'est pratique. Non, mais il vient en France à Angers le mois prochain, et je vais y aller parce que je rêve de le rencontrer. Ouais. Donc Denis, c'est à 50 minutes de Tours, Angers, c'est à côté pour moi. Ah bah on se verra probablement là-bas alors. Ah peut-être. Quoique ça aussi, je sais plus si c'est le week-end où je suis en festival, mais oui, peut-être. Avec plaisir. Moi j'avais une question justement sur le fait que tu ne passes que par le financement participatif. Ce que je trouve bien par contre, c'est qu'après on trouve quand même les bouquins en librairie. Ouais. D'ailleurs, j'ai acheté quasiment que sur librairie vos bouquins, à part un dernier dont on va parler après. Est-ce que en passant que par je vais y arriver, par le financement participatif, tu penses pas quand même passer quand même à côté d'une partie du grand public? Parce que là, c'est vraiment genre les spécialistes qui s'intéressent aux comics ou qui s'intéressent aux participes. Bah, en réalité, oui et non. C'est-à-dire que quand tu vois alors on va parler un peu mécanique, commerciale, marché, etc. Le marché comics aujourd'hui, les 3/4 des titres peinent à dépasser. Alors, on va pas parler en fait, il y a 2 types de chiffres qu'on va vous annoncer lorsqu'on communique. C'est soit des placements, soit des chiffres de vente. Et quand on dit qu'il y a 2000 albums qui sont partis, souvent on va vous parler de placement, parce que quand un livre part en librairie, il n'est pas forcément vendu. Le livre peut rester 3 semaines et revenir derrière, ou des fois 2 ans et revenir ensuite, selon les distributeurs. Et là-dessus, en fait, les placements sont absolument pas représentatifs des ventes réelles. Là-dessus, quand on est sur du financement participatif, les ventes, elles sont concrètes. Et derrière, quand on les additionne au marché librairie, on se retrouve avec des chiffres de vente qui sont
plutôt soit à minima correct, ou en tout cas dans mon cas, hein, je parle pas comme pour tout le monde en tout cas, Ouais. j'en sais rien pour les autres, mais moi de mon côté, ça nous permet d'avoir des chiffres qui aujourd'hui peuvent être parfois sur certains titres supérieurs à ce qui se serait vendu uniquement via un réseau de librairie, même si je dis toujours le choix est à on va dire plutôt l'explication est à relativiser, puisque contrairement par exemple à Urban, Delcourt, etc., moi j'ai choisi de me priver de la moitié des ventes possibles via Amazon en fait. Comme nos livres en fait le fait de commencer en proposant le livre uniquement d'abord sur Ulule, l'idée c'est tout simplement de dire ensuite qui va pouvoir conseiller habilement et efficacement le livre, si ce n'est le libraire. Amazon, clairement, vient là encore ponctionner des ventes possibles à un libraire, et moi, j'ai pas forcément cette optique-là, pardon. Et l'idée, c'est au contraire de dire, nous, on a travaillé le bouquin, on a déjà pu convaincre des gens de venir le lire, en espérant évidemment qu'ils sont contents et que ce que j'ai pu y présenter, ils le retrouvent à la lecture. Et derrière, dans un second temps, vous aurez la possibilité d'avoir le livre en librairie, tout en sachant effectivement que c'est pas des tirages pléthoriques. Je vais pas envoyer 5000 bouquins en librairie si c'est pour en vendre 50. Il y a zéro intérêt à ça. Déjà, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, c'est complètement aberrant. Donc là-dessus, faut savoir un petit peu jauger cet aspect-là. D'où un peu un côté et gestion et logistique qui est toujours à mettre en parallèle de la partie commerciale liée à la diffusion, distribution. C'est des choses un peu pénibles, pas très intéressantes, mais qui nous permettent de définir un tirage qui nous permet d'être et rentable et tout simplement à l'équilibre en fait. C'est le but, c'est que nos ouvrages nous permettent d'être à l'équilibre et pas de lancer un bouquin en mode j'en ai vendu 10 000 prenons un exemple, il y a un Batman va se vendre un 10 000 et l'Harley Quinn qui est à côté va en vendre 300. Le Harley Quinn, il n'est pas du tout rentable, c'est un gouffre. Nous, on travaille pas comme ça. Voilà. Aujourd'hui, à Comics Initiative, vous êtes combien dans la boîte? On sera officiellement 2 à partir de la semaine prochaine. Après, j'aime bien dire on parce que c'est vrai qu'on a, en tout cas, je travaille pas forcément tout seul sur tous les titres. Hein. J'ai par exemple Christian qui est un maquettiste, un lettreur avec lequel je bosse sur certains titres. Des fois, c'est moi qui lettre le titre ou le maquette. On va dire, je fais peut-être 2 tiers, 1 tiers. Voilà, 1 tiers pour Christian, 2 tiers pour moi. Des sous-traitants. Oui, c'est des. Ouais, on va dire, on a des coups de main, comme en fait dans tous les métiers, des traducteurs aussi. J'ai Jocelyn, par exemple, Billard, qui me file un coup de main notamment sur les calages de couverture. Laurent Lefebvre qui, de temps en temps, vient apporter un angle différent, par exemple, sur des éléments. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, tout ça fait que, pour moi, on draine une sorte d'équipe où même les auteurs avec qui on travaille se sentent aussi investis du devenir de la boîte et de leur titre aussi au quotidien, parce qu'on n'a pas un mode... On a presque... En fait, j'ai presque envie de dire, on est un gros artisan. On fait pas de l'industriel, mais en réalité, par rapport à un petit artisan, on fait plus que ce que ferait un artisan classique. Voilà. Et du coup, vous avez peu de stock, finalement? Alors le stock, ça veut tout et rien dire puisqu'on le paye le stock dès l'instant où... Non, en réalité, non, moi j'ai du stock, j'ai un stock en local, évidemment, pour Comics Initiative, les besoins liés aux ventes du site internet, aux ventes liées sur Ulule, quand il y a des titres anciens qui partent, enfin des titres déjà publiés que l'on va vendre dans une campagne, et aussi pour les salons. Et à côté de ça, il y a le stock lié à la diffusion-distribution, qui là est celle de l'entreprise qui va envoyer les livres en librairie. Et quand moi j'en ai plus, je vais aller fonctionner dans leur stock résiduel pour pouvoir en avoir. Ok. Ou vice-versa. C'est une sacrée gestion quand même. Hein. C'est une sacrée gestion, même dans ta campagne Ulule, tu peux pas dire... Enfin, c'est pas par bouquin, c'est par montant que tu fais les campagnes, mais c'est que il doit y avoir en prévision, justement, voilà, et anticiper les circuits, les stocks, enfin, pour les festivals, etc. Enfin, c'est assez hallucinant quand même. Ouais, je dors pas beaucoup, c'est peut-être pour ça. On a compris, on a compris, c'est pas un de tes trucs. Il y a pas assez de temps.
Non, mais moi, ce qui m'avait frappé, ce qui m'a frappé, c'est surtout C'est son que tu as père. des grands noms. Denis. Ah, pardon. Si. Non, mais il y a quand même des grands noms. Je veux dire, Garth Ennis. Moi, j'ai pu lire l'histoire avec le chien dans le monde post-apocalyptique. Rover et Charlie. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça génial. C'est un auteur que j'adore, mais voilà, je pensais pas qu'il y avait d'autres maisons d'édition, voilà, comme les grandes, comme Panini qui publie The Boys, etc., qui allaient publier du Garth Ennis, quoi. Bah, on publiera aussi à terme du Garth Ennis encore plus inédit, puisque ce sera un inédit au monde, et ça, on attend la dispo du dessinateur pour l'activer, donc ça sera sûrement l'année prochaine. Punaise, c'est une exclue 10h47 ou pas? Non, je crois qu'on avait parlé avec First Print, qui l'avait évoqué. Ah, bouh. Mais non, mais il y a du Bernie Wrightson en inédit qui va arriver. Il y a d'autres trucs qui vont arriver en tout cas. Mais non, Garth Ennis, et puis c'est un auteur que moi aussi j'aime bien, avec qui le contact est extrêmement bien passé par ailleurs et qui est ravi en fait des éditions qu'on a réalisées de ces titres et qui voit notamment que on travaille pas que son côté couillonnade avec l'humour des fois un peu gras ou trash, mais que notamment les titres sur lesquels lui c'est le plus investi, il voit qu'on les a publiés et que on l'a plutôt fait correctement. Donc derrière, ça nous permet aussi de nous dire que lorsque il me dit tiens, ça t'intéresserait de faire quelque chose, qu'on fasse quelque chose ensemble, pardon. Bon, admettons. Déjà, Ouais. pourquoi pas. Waouh. Et que quand en plus le temps de revenir du salon, on met 3 semaines à s'en remettre physiquement, on est épuisé et qu'on oublie de lui envoyer un mail, que derrière on lui envoie un mail, on lui dit je suis vraiment désolé. Il me dit tiens, là le scénar je l'ai fini. Ah, ok. Ok. Excellent. D'accord. Donc j'ai le scénar de Garth Ennis depuis 1 an et demi. Waouh. On attend vraiment la dispo du dessinateur. Ça je peux dire qui c'est. Je crois qu'on l'avait pas dit. C'est Keith Burns. Keith Burns qui avait fait du Johnny Red, qui a bossé sur The Boys. Sur quoi d'autre il a bossé, Keith, sur Battle Action aussi, qui est en train de ressortir en ce moment en Grande-Bretagne. C'est un grand passionné d'aviation. Il est le dessinateur officiel, ça c'est assez drôle, de la Royal Air Force britannique, donc. Dessinateur officiel, voilà, ils ont une petite poignée d'artistes officiels. Et de temps en temps, d'ailleurs, je sais qu'il vient en France sur quelques bases aériennes, assister à des démos, voilà. Donc j'ai pas eu l'occasion de le croiser, parce que moi, c'est pas forcément une passion pour moi, mais je sais que on a une connaissance en commun qui est Eric Erengel, qui me dit, oui, si, moi, j'ai déjà croisé. Ah, ok. C'est cool. Donc non, c'est très cool. Et puis, donc voilà, donc on verra si ce sera soit un récit en 2 volumes ou un gros pavé, ça va dépendre, puisque ça demande un budget très important. Bah, tu as répondu un peu à une question que j'avais prévue, c'était est-ce que du coup des fois c'est toi qui reçois les projets ou alors c'est toi qui les cherches tout le temps, mais bon apparemment avec Garth Ennis c'est lui qui te les propose. Ouais, puis il y a d'autres projets qu'on sort avant les États-Unis par exemple. On a eu un livre qui est sorti en décembre, je crois. Enfin, en tout cas, en librairie, qui s'appelait Mon parrain la bonne fée. Mon parrain la bonne fée, c'est un livre de Robert Mailer Anderson et John Sack, 2 auteurs dont j'avais publié leur premier roman graphique qui s'appelait Windows on the World. Et Mon parrain la bonne fée, en fait, c'est un livre qu'ils m'ont proposé. Je crois presque après notre rencontre physique. En fait, on s'est croisés à l'occasion d'un événement. Pareil, chose incongrue à l'ambassade des États-Unis, voilà. Donc j'étais invité par l'ambassadrice, ça c'est toujours très drôle. C'est pas ce qu'on fait. Voilà, l'impression d'être un peu caché. Il y avait des Ferrero Rocher ou pas? Alors non, il y avait de la nourriture très bizarre. Non, c'était très cool. Dommage. En vrai, on a rencontré plein de gens avec un pote qui devait faire le traducteur et finalement on s'est retrouvé avec plein de gens qui faisaient l'effort de parler français, donc c'était cool. Et plein d'Américains qui faisaient les efforts. Moi, je trouvais ça cool. Je crois que j'ai jamais vu autant de murs dorés de ma vie. Mais non, blague à part, c'était très cool parce qu'on a pu échanger notamment sur la vision des livres en fait avec les auteurs, pourquoi j'ai fait tel ou tel choix sur ce livre-là, et ça vaut d'ailleurs, ça m'a valu quelques semaines après d'avoir la proposition directement de travailler ce titre-là avant même qu'il trouve un éditeur aux États-Unis. Putain, génial. Il est sorti juste récemment puisqu'il est sorti fin mai aux États-Unis chez Fantagraphics, donc c'est cool.
Et c'est pas là par exemple on a sorti fin août un livre qui s'appelle Une vie fantastique de Kevin Much. C'est un titre qui a eu un tout petit tirage il y a quelques années, qui avait reçu un Xeric Award. Pour vous expliciter un peu ce que sont les Xeric Awards, c'est un prix qui est comment dire, qui est financé par la fondation de Peter Laird, donc l'un des co-créateurs des Tortues Ninja, qui, pour soutenir la création, recevait plein de dossiers en fait chaque année et choisissait le meilleur dossier d'un auteur débutant. Donc par exemple, Lost Dogs, le premier livre de Jeff Lemire, a reçu le Xeric Award, donc j'ai déjà publié un Xeric Award. Il a lancé d'autres auteurs en fait connus et dont en fait Kevin Much faisait partie avec ce livre Une vie fantastique. Ok. Et il était plus du tout édité en fait depuis, et comme on a fait son nouvel album, il a accepté qu'on réédite. Génial. Finalement, on est les seuls au monde aujourd'hui à le proposer. Les Américains, maintenant, hésitent à le ressortir. Et en fait, on l'a proposé avec une version encore plus complète qu'à l'original, puisque dedans, on a, je crois, quasiment une centaine de pages inédites de pure BD, donc qu'il nous a offertes pour cette édition. Donc c'est chouette. Cool. Ouais. Donc ça va dans les deux sens en ce moment, voilà. C'est génial. Moi, j'ai juste un petit coup de cœur. C'est pas une question, mais c'est juste pour en reparler. J'en ai reparlé souvent dans l'émission. Ouais, ça, c'est un de mes coups de cœur incroyables. Et le mec est un amour incroyable parce que je l'ai contacté sur Instagram disant j'adore votre boulot, machin et tout. Ah, c'est une crème absolue, Jared. Et il m'a envoyé ça en cadeau, quoi. Il m'a envoyé le bouquin avec ça dedans. Voilà. Donc, il l'a fait vite fait. Ouais, vite fait à l'arrache. Non, Jared. C'est un amour. Deuxième... Et du coup, j'ai acheté son deuxième bouquin. Voilà, La Cité des Merveilles. Tu l'as très très bien. C'est touchant, c'est beau, c'est poétique, j'adore. Vraiment, j'adore. Et Cody 2 l'année prochaine. Ouais, il m'a dit qu'il bossait sur le 2 et qu'il n'est jamais venu en France, mais qu'il espère un jour venir pour boire une bière. Oh, il en boira plusieurs, hein. Il est officiellement invité. Donc... tu vas arriver à le faire venir alors? Ah ben on va dire c'est déjà proposé, acté, et il vient quand il veut. Dès qu'on a le tome 2, il sera là. Hein. Génial. Cool. J'ai hâte de le rencontrer. D'accord. Et sur 2025, en termes de nombre de projets, tu sais à peu près combien il va y en avoir? La moyenne aujourd'hui, c'est que depuis déjà 2 ans, c'est environ 25 titres par an. 2 par mois, grosso merdo. Ouais, et en fait, tiendrait qu'à moi, on passerait à 3. Mais il y a aussi des réalités, hein, c'est-à-dire qu'on développe, par exemple, des séries jeunesse, des séries manga, etc., plein d'embryons de projets, d'univers, et chaque chose doit se placer progressivement l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse faire sa place en fait. Donc ça demande. Il faut laisser aux gens le temps de travailler pour payer les Ulule. Oui, ou même en fait, j'aime bien voir en tout cas les propositions qui sont faites comme non obligatoires, même si c'est merci, mais plutôt comme des propositions, c'est-à-dire qu'on peut très bien adorer lire un Grizzly Shark de Ryan Dudley, avoir un coup de cœur par exemple pour le travail de Jared Cullum sur Cody ou la Cité des Merveilles. Et ça aussi, c'était plutôt cool aussi. Ouais, Backtrack, un titre qu'on était cherché chez Onipress avec sa dizaine d'épisodes. Et là-dessus, en fait, on peut très bien partir sur des projets comme ça et aller à l'opposé vers un titre jeunesse tout mignon qui va pas nous intéresser de prime abord si on est lecteur de comics, on va dire adultes. Mais il y a des lecteurs de récits jeunesse, donc en fait, moi je lis tout, je propose un peu, on va dire, de tout. Et après, chacun. En fait, j'ai envie qu'on vienne presque au petit rayon Comics Initiative faire ses emplettes, faire ses choix. Et que s'il y a besoin de conseils et de questions, on les pose, on les demande. Moi, j'ai une dernière question que je pose toujours, à moins que les gars vous avez. Ouais, j'en ai juste une petite avant ta dernière classique. Justement, parce que là, tu montres des titres que tu allé chercher, mais tu parlais du coup du manga, qui est un auteur français local, du coup. C'est lui qui t'a proposé un projet. Ouais. Du coup, et tu reçois des demandes d'auteurs français, par exemple Allez, tu veux proposer ton projet? Non, c'est ça. Ouais, j'ai compris. Non, c'est pour savoir comment ça se passe aussi sur du local, quoi. Non, en fait, alors sur du local,
j'ai des propositions qui peuvent venir d'un peu partout, en fait. Français, des fois j'ai même des auteurs italiens ou espagnols qui peuvent aussi volontairement m'envoyer des projets. C'est arrivé avec un titre qui s'appelle The Shadow Planet qu'on a sorti il y a 2 ans et demi maintenant, qui est un titre dont on arrive à terme d'exploitation, mais volontairement en fait, puisqu'on va redonner les droits aux auteurs, puisque le titre va être publié chez Image Comics normalement l'année prochaine. Donc voilà, et il était publié avant en autoproduction en fait par les auteurs, donc on a pu le sortir comme ça. J'ai reçu un projet par exemple d'un auteur italien, Marco Fontanelli, qui s'appelle Nosferatu et qu'on va proposer pile pour la sortie du film Nosferatu, qui sort le 1er janvier en France. Oui, le 1er janvier, certaines salles seront ouvertes de cinéma. Et les lecteurs qui auront pris le bouquin l'auront lu avant Noël. Donc là-dessus, non, je reçois évidemment différents projets. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on va dire les auteurs se cooptent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui à l'origine pourraient très bien être destinés à d'autres maisons d'édition. Et puis en fait, il y a une constante en fait aujourd'hui, c'est de voir que le traitement, que ce soit du livre, des auteurs, sont pas toujours super bien lotis c'est des structures plus ou moins grandes, sans faire de secret non plus. Laurent Lefebvre, ça se passe aujourd'hui, c'est plus facile pour lui chez Comics Initiative que chez Delcourt. On voit aussi des projets qui ont pu être proposés à d'autres maisons d'édition et on va dire j'ai su peut-être me montrer plus convaincant. Waves, c'est le cas, c'est un titre qui aurait pu aller chez Canard, qui est un gros, mais une grosse, enfin, qui appartient au groupe d'Urban, pour vous schématiser le truc. Ah ouais, d'accord. Donc c'est les Chevaliers du Zodiaque, voilà, c'est des vieilles licences classiques, mais non, là-dessus en tout cas on a. Après, c'est une question je pense aussi de vouloir respecter les auteurs, leur démarche, leur volonté, et d'avoir le bouquin qu'ils attendent aussi à la fin. En tout cas, moi, j'ai cet objectif-là, c'est que on respecte le projet et qu'on ait une vision commune et partagée. En fait, c'est pas mon livre, c'est notre livre. Voilà. C'est important. Non, on prend note. Denis, à toi. Yes, oui, la question de fin que je pose toujours qui attise ma curiosité. Si tu devais emporter 3 bouquins sur une île déserte, pas forcément les tiens, mais 3 livres, 3 BD, 3 j'en sais rien, qu'est-ce que tu prendrais avec toi? T'auras le temps de les lire. 3 bouquins. Ouais. C'est le moment où on fait un long blanc pour faire chier au montage. Non, en fait, en réalité, la question, on peut pas y répondre si on est grand consommateur de livres comme on peut l'être tous les 4. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais envie de lire enfin, moi, j'ai jamais envie de lire la même chose tous les jours ou d'affilée. Si je devais ruser, je dirais probablement genre un grand Daredevil en version triple omnibus de Miller, juste pour le kiff de le relire, mais retraduit, parce que quand j'essaie de le relire cet été, c'est quand même compliqué. Après, forcément, il y a des expériences de lecture qu'on a vécues une fois et dont on peut se demander si le ramener et le relire marchera aussi bien dans un contexte différent. Allez, on va dire, si on devait rester dans du comics mainstream, on dirait de Daredevil de Miller, parce que Miller, à cette époque, était un génie absolu. Peut-être un Alan Moore, juste pour le kiff de relire une autre type d'approche, et auquel cas, j'irais pas sur Watchmen, j'irais peut-être sur Miracle Man. Je pense qu'on cite pas beaucoup ce titre-là. Benoît, il l'adore. Mais il a tracé beaucoup de choses en fait dedans, qu'il a ensuite redéveloppé, notamment un peu dans Watchmen, etc. Et puis j'en sais rien, on va prendre un manga juste pour le kiff. Non, on va prendre une BD avec le Note pour une histoire de guerre de JP qui est absolument gigantesque, génial. Ou alors je prends l'intégrale de Tintin pour passer des débuts un petit peu clichés, réac et fascisants, et voir un personnage qui s'ouvre à la fin, c'est marrant. C'était quoi la première BD? Parce que j'en lis beaucoup et je la connaissais pas, que je note. Ah, Note pour une histoire de guerre, c'est ça, non? Note pour une histoire de guerre, ok. Ouais, JP, GIPI. Un génie. Je vais regarder ce que c'est. Ouais, je vais regarder. Le dessin est très
Il y a un peu un côté l'émir, c'est-à-dire que au niveau du coup de crayon, Ok. s'immerger et s'habituer à son style n'est pas forcément simple au départ. Et au fur et à mesure, en fait, c'est d'une efficacité redoutable. Voilà. Ok. Bon, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci pour toutes ces c'est réponses, très ces complet tout ça. précisions. Ouais. On est content d'avoir découvert ou approfondi en tout cas un peu sur cette maison d'édition. Donc, on espère que ça aura plu aussi aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, vos remarques sous la vidéo et sur les différents réseaux sur lesquels on est. Là, c'est le petit instant un peu pro YouTuber. Tinder. Yeah. N'hésitez pas à aller aussi sur le Ulule, hein, du coup. C'est ça. Ou les Ulule. Abonnez-vous. Pareil, il y a toujours des campagnes du coup qui sortent et c'est le moment de ne pas les louper. Et je fais encore une promo. Sur le site de Comics Initiative, vous avez des BD d'occasion ou à pas trop cher aussi des fois. Ouais, le but, c'est pas de pilon chez Comics Initiative. Donc, autant à ce moment-là proposer, si on peut, en tout cas, s'il reste du stock, des livres à pas cher pour tous les lecteurs. C'est ça. Parfait. Je trouve ça génial. C'est complet. Merci beaucoup, Mickaël. C'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, peut-on dire, pour terminer. C'était propre. On n'a pas dit trop de gros mots en plus, donc c'est. Non, c'était une émission sage pour les enfants aujourd'hui. Ah merde. C'est ça. À la semaine Merci prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.